Bonjour à tous ou bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Moi, je suis là pour faire l'interview du découvreur de livres. Donc c'est ma première interview, c'est mon premier essai. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. J'ai bien pris la feuille, hein, comme on me l'a demandé, et j'ai pas vraiment préparé mon interview pour rester naturel, comme c'est demandé aussi. Alors, les premières questions. Introduction, peux-tu te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Je m'appelle Bruno Claret. J'ai 52 ans, là à l'époque où je tourne la vidéo. J'ai fait beaucoup de livres depuis que je suis tout petit. Hein. J'ai commencé à écrire ma première bande dessinée et à la dessiner quand j'avais 7 ans, 8 ans. Depuis, j'ai fait pas mal d'autres choses. Hein. J'ai été dessinateur scénariste pour la série Tungsten sur 2 tomes en auto-édition, puisque je suis auto-éditeur pour tous les livres que je fais. J'ai écrit plusieurs romans, des romans jeunesse, des romans pour un peu plus vieux. Pas plus vieux quand il pleut, hein. Plus vieux pour plus vieux quoi. Voilà. Sinon, à part ça, le premier livre que j'ai sorti, quand même, d'un point de vue public en auto-édition, c'était Tungsten 1, le coquillage magique, en 1996. Et donc, ça fait déjà pas mal d'années que je fais de l'auto-édition et des livres. Et là, aujourd'hui, moi, je vais vous présenter un autre livre. On s'en fout. C'est pas ce qu'on me demande au départ. On me dit quel a été ton parcours avant de devenir auteur. Eh ben voilà. En fait, mon parcours avant de devenir auteur, de toute façon, je suis pas auteur professionnel, évidemment, puisque je risque pas d'en vivre. D'ailleurs, il y a très peu de gens qui en vivent en France, d'après les chiffres. Quand je dis très peu, c'est vraiment très très peu, hein, puisque il me semble qu'il sort à peu près 75 000 livres par an en France, simplement, et il doit y avoir peut-être simplement une vingtaine d'auteurs qui vivent de leurs écrits. Voilà, après quels ont été mes parcours avant de devenir auteur, comme je le disais tout à l'heure, en fait, j'ai été surtout auto-éditeur et j'ai fait pas mal de dessins, de scénarios, de livres. Et puis voilà quoi. Donc pas grand chose à dire de plus là-dessus. C'est vrai que c'est un peu particulier de faire une interview tout seul et de pas avoir quelqu'un qui le fait, mais c'est vrai que c'est un processus intéressant pour donner aux découvreurs de livres cet aspect un peu café littéraire et que tout le monde puisse en profiter de chez lui n'importe quand. Alors, on me dit après, l'écriture et le processus créatif. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? En fait, depuis que je suis tout petit, j'ai envie d'écrire. J'écris je crois que depuis que je sais écrire et lire, en fait. Je lisais beaucoup. Je lisais beaucoup et donc du coup, en lisant beaucoup, moi j'avais moi aussi envie d'écrire mes histoires, de raconter mes histoires et de plonger de créer des mondes qui me permettent de m'évader à l'intérieur et de m'y sentir bien. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, j'ai toujours écrit des histoires où quand je les lis ou quand je les écris, je peux me dire, je me sens bien dedans. Voilà. Après, comment te vient l'inspiration? As-tu des rituels d'écriture? Non, j'ai pas de rituel d'écriture. Pas du tout. C'est vraiment ce que j'ai envie d'écrire au moment où j'ai envie de l'écrire. J'ai été porté par la bande dessinée pendant des dizaines et des dizaines d'années, hein, puisque j'ai fait de la bande dessinée pendant, comme je vous disais, j'ai commencé, j'avais à peu près 7 ans, et j'ai dû arrêter d'en faire à peu près quand je devais avoir vers les 30 ans. Donc ça fait 20 ans que j'en fais plus, mais comme on voit derrière, hein, j'ai toujours beaucoup aimé la bande dessinée en général, et notamment tout ce qui est Astérix, Obélix, Tintin, mais des choses beaucoup plus récentes aussi, hein, comme les petits mythos que j'adore,
ou Mélusine. Mais Mélusine est devenue, est tombée dans le côté noir, et du coup, ça m'intéresse moins. Mais bon, voilà, ça, c'est autre chose. Donc, est-ce que comment me vient l'inspiration? Eh ben, j'ai envie de... Soit je crée un monde, et après, je le remplis. Un monde où j'ai envie d'être. Et puis les rituels d'écriture, non, j'en ai pas. En fait, je me dis, j'ai envie de faire ça, j'ai une idée, et puis je la fais, j'écris tant que je peux, le plus possible entre chaque autre activité, puisque comme je le disais, c'est pas du tout mon métier, hein, professionnel d'un point de vue pour gagner ma vie. Donc, entre les moments de libre, quoi, voilà, c'est-à-dire les moments où je peux être libre, et c'est à ce moment-là que j'écris. Ensuite, 5. Préfères-tu écrire de manière spontanée ou planifies-tu toute l'histoire à l'avance? Eh ben, ça dépend quoi, en fait. C'est-à-dire que il y a des livres pour lesquels on est obligé de planifier la totalité, mais vraiment ligne par ligne, comme par exemple les bandes dessinées. Quand je fais une bande dessinée, effectivement, je crée le scénario, je fais l'histoire globale, et puis après je vais découper petit bout par petit bout pour arriver à chaque case, chaque dialogue. Donc je sais du début jusqu'à la fin exactement ce qui va se passer, n'importe quelle page, comme il faut. Quand j'écris un livre, un autre, un roman, j'ai une idée. J'ai un axe principal vers lequel je veux aller, et puis après en fait ça s'écrit tout seul. C'est-à-dire que j'écris, les personnages souvent viennent d'eux-mêmes, et des fois certains même s'imposent dans le livre, alors qu'en fait je voulais pas leur donner de l'importance. C'est eux qui viennent et qui me font non, non mais moi je suis là, je reste. Et souvent j'écris l'histoire en fait et je la découvre en même temps. Et donc en l'écrivant je me dis mais qu'est-ce qui va se passer après? Et c'est ça qui me porte à écrire en fait. Et c'est ce que j'aime dans l'écriture comme je la fais, c'est que je connais pas la suite de l'histoire et j'ai envie de la découvrir comme si je la lisais. Donc j'attends de savoir la suite et je me dis ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc c'est beaucoup plus spontané que planifié, mais bien évidemment, il y a des fois, je reste quand même structuré dans la façon d'écrire, c'est-à-dire que je vais commencer l'histoire, je me rends compte qu'il y a des portes qui sont ouvertes, ces portes-là, je les note, et après, quand il va se passer d'autres trucs, je reviens voir les portes ouvertes, je récupère tout ce qui a été ouvert et commencé au départ pour pouvoir réinvestir ce qui avait été ouvert avant, puisque il faut quand même pas ouvrir plein de portes et pas donner des réponses derrière, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quelles sont les influences littéraires ou artistiques? En question 6. Mes références et mes influences littéraires, comme je le disais, c'est beaucoup du jeunesse, parce que j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup du jeunesse. Quand j'étais petit, j'avais ma cousine qui m'avait donné et qui m'avait prêté tous les J'aime lire. Donc les J'aime lire, c'est beaucoup, beaucoup d'histoires et des histoires différentes, puisque c'était des histoires différentes sur chaque thème. J'ai lu évidemment aussi beaucoup les Clubs des 5, donc le Club des 5, ça fait partie quand même des livres que j'aime beaucoup. Et puis maintenant que je suis papa depuis quelques années, et notamment de mon dernier, parce que on lit tout le temps des histoires à nos enfants. J'en ai lu beaucoup pour mes 2 premières aussi, mais là pour le dernier, ma femme étant prof de lettres et adorant la littérature, mais sous une autre forme, hein, puisqu'elle fait partie justement des cafés littéraires et elle interviewe justement des auteurs. Elle aime beaucoup lire et donc elle en a fait découvrir énormément à notre fils, le petit. Et, et c'est vrai que toutes ces lectures d'enfants m'ont beaucoup inspiré aussi sur des tas de choses. Et ce sur quoi je n'avais jamais travaillé avant, c'est-à-dire qu'avant je faisais de la bande dessinée, je faisais des romans pour la jeunesse, j'ai fait quelques romans pour jeunes adultes ou pour adultes un peu plus vieux, mais j'avais pas fait jusqu'à maintenant de livres pour enfants. Donc quand je dis enfants, c'est des livres pour enfants de 1 à 5 ans par exemple. Ça, j'avais jamais fait, puis ça m'intéressait même pas vraiment. Et j'ai vraiment découvert ce monde-là à travers les yeux de mon fils, le dernier.
Alors qu'avant, mes filles, je leur lisais aussi des livres, mais c'était pas quelque chose qui m'avait touché plus que ça. Question 7, mon livre. Et bien justement, mon livre aujourd'hui, c'est celui-ci que je vais vous présenter. C'est donc là, on voit à l'envers parce que c'est le téléphone enfin la caméra qui le met à l'envers. Ça s'appelle Kikiwi prend son bain et justement, c'est un album pour les tout petits de 1 à 5 ans. Alors, il a quelque chose de particulier, c'est que c'est un livre bilingue, mais bilingue français et espéranto. Voilà. Alors, il est évidemment coloré, hein, puisque... on le voit mal. Je vais le remettre de l'autre côté. C'est un peu difficile, ça inverse tout, mais bon, c'est comme ça. Donc, il est coloré parce que c'est un livre pour les petits, évidemment. Donc, il y a beaucoup de couleurs et de dessins. Voilà, vous voyez, des dessins pour les petits, quoi. Ce livre-là, donc Kikiwi prend son bain, c'est le volume 1, le tome 1 de la série des Kikiwi qui en comporte 64. Donc je ne les ai pas encore tous écrits, il y en a 16 d'écrits, et c'est celui-ci aujourd'hui que je vous présente, donc le tome numéro 1, et qui est en français et espéranto. Alors justement, ça tombe bien qu'on me pose la question 8, quelle est la genèse de cette histoire et comment l'idée m'est venue? Alors là, c'est quelque chose d'assez particulier. Je me suis intéressé à l'espéranto il y a quelques années, à peu près 3 ans, 4 ans, et j'ai découvert cette langue-là, l'espéranto, qui est une langue, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais la présenter rapidement, sans faire trop long pour pas embêter ceux qui ne s'y intéressent pas. L'espéranto, c'est une langue construite, qui a été construite, et c'est-à-dire fabriquée, en 1880 et quelques 85 ou 87 par Zamenhof. Louis, excusez-moi, hein, pour ceux qui sont puristes, ils vont m'étriper. Mais bref, Ludwig von Zamenhof, quelque chose comme ça. Je vous laisse rechercher sur Internet. Je suis désolé d'écorcher son nom. Et donc Zamenhof a inventé une langue parce que dans le pays où il était, à ce moment-là, il était polonais. Et il était polonais dans les années 1880, où on sait que cette époque-là était une époque politique très tendue. Et dans sa ville, en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait plein de monde qui ne se comprenait pas. Parce qu'à cette époque-là, il y avait des juifs qui parlaient le yiddish, il y avait des polonais qui parlaient polonais, il y avait des russes qui parlaient russe, il y avait des allemands qui parlaient l'allemand. Et tous ces gens-là ne se comprenaient pas. Et ils se disaient, mais en fait, il faudrait qu'on invente une langue pour que tous les gens puissent se comprendre. Et donc une langue qui soit facile à apprendre, rapide à apprendre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il l'a créée. À cette époque-là, il y a eu un énorme engouement pour la langue qu'il avait créée, hein, puisque les plus grands de l'époque ont adhéré à l'espéranto, hein, Jules Verne, mais aussi des ministres de la France, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui était très important. Hein. Tolkien aussi, paraît-il, Tolkien, je pense honnêtement qu'il faisait un peu le malin, mais il a dit qu'il était arrivé à parler couramment l'espéranto en 4 heures. Je pense qu'il exagère un peu. Mais néanmoins, l'espéranto, c'est quand même une langue magnifique. Elle est parlée dans le monde, là, actuellement, par à peu près entre 5 et 10 millions de personnes. Et je pense que c'est vraiment très bien, parce que c'est une langue qui est totalement neutre. C'est une langue qui est internationale, et cette langue, elle appartient à tout le monde. Donc si elle appartient à tout le monde, eh ben en fait, elle nous appartient déjà à nous, puisque c'est une langue internationale, elle nous appartient à nous aussi, c'est donc aussi notre langue. Et souvent, je voyais sur l'espéranto les gens qui disaient « Oui, il y a énormément de littérature, machin, etc. » Ouais, ok, il y a peut-être beaucoup de littérature, mais c'est quand même difficile de se l'approprier, cette littérature. Parce que moi, si je vais sur Amazon, si je vais sur la Fnac ou des choses comme ça, des livres vraiment en espéranto, eh ben j'en trouve pas beaucoup. Et c'est là que l'idée m'est venue de fabriquer mes propres livres en espéranto. Donc en français et en espéranto,
pour que ça soit facile. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne comprend pas une ligne, ben, il a juste à se reporter sur la page à côté pour comprendre la ligne. Alors déjà, l'espéranto, c'est vraiment facile, hein. J'insiste là-dessus parce que l'espéranto, il faut à peu près 10 fois moins de temps pour l'apprendre qu'une autre langue. Pour vous donner un ordre d'idée, on apprend l'espéranto pour pouvoir le parler couramment en 150 heures, contre 1500 pour l'anglais, 2000 et quelques pour l'allemand. Et ça, c'est pas mes chiffres, hein, c'est des chiffres qu'on peut retrouver facilement sur Internet et sur des gens qui ont fait des études de langue et de linguistique qui pourront vous le dire. D'ailleurs, on peut l'apprendre avec des cours directement en ligne. C'est ce qui facilite maintenant aussi l'apprentissage. Après, ça existe depuis très longtemps, hein, comme je vous disais. Moi, c'est mon grand-père qui m'en avait parlé déjà, il y a forcément longtemps, hein, puisque maintenant j'ai 52 ans. Donc mon grand-père, c'était il y a longtemps. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de propager cette langue-là, parce que j'en ai marre de l'hégémonie de l'anglais. Je ne vois pas pourquoi l'anglais serait la langue universelle. D'abord parce que c'est difficile à apprendre. Alors on va me dire, oui, c'est simple l'anglais. Ouais, enfin, ok, ouais. Tout le monde parle anglais. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. En France, allez dans la rue, parlez véritablement anglais avec quelqu'un et vous allez vous rendre compte qu'il y a quasiment personne qui parle l'anglais comme il faut. C'est-à-dire qu'on dit bien les gens savent parler anglais, mais c'est pas vrai. Ils savent dire quoi? Hello, I am Bruno, I am living at de cette ville. Non mais il faut arrêter le délire. Hein. Ça s'appelle pas parler anglais, ça. Ça s'appelle juste baragouiner un peu du globish. Et c'est ce qui se fait un peu de partout et très peu de monde. Quand on va à l'étranger, on a l'impression, nous, en France, que les autres savent parler anglais aussi. Mais c'est pas vrai. Vous allez en Chine, il y a 1,5 milliard personnes, 500 millions, pas 500 000. Il y en a peu qui parlent anglais. Vous allez au Japon, quasiment personne ne parle l'anglais. Vous allez en Espagne, en Italie, etc. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça qui parlent anglais non plus. Nous, on a l'impression que tout le monde parle anglais. Pourquoi? Parce qu'on baigne dans l'univers de l'anglais. Alors vous allez me dire, je suis en train de faire une digression et de partir et de plus parler du livre. Si je parle du livre, je parle du livre parce que le livre, en fait, est en espéranto. Et c'est là où c'est important. C'est-à-dire que l'espéranto, moi, je voulais le promouvoir. Et donc, pour pouvoir promotre. Je sais pas comment on dit. Alors celle-là, elle est bonne hein, sur une interview. Ben, je la couperai pas hein, quand même parce que je reste honnête sur ce que je fais jusqu'au bout. Donc pour pouvoir promouvoir cette langue, en fait, moi je voulais écrire des livres parce que je voulais proposer beaucoup de livres de façon à ce que tous ceux qui veulent lire puissent se dire bah tiens, j'ai appris une langue, qu'est-ce que j'en fais? Bah je peux déjà lire avec. Et pour lire, il me fallait traduire des livres. Alors j'aurais pu traduire des livres de quelqu'un d'autre. Le problème c'est que il faut payer les droits d'auteur, etc. Et donc je me suis dit, si je peux pas payer les droits d'auteur pour un Choupi, pour un Club des 5, pour un machin, pour les Schtroumpfs, pour Tintin, pour n'importe quoi, je vais créer mes propres livres dans ces mêmes domaines-là, pour les faire en espéranto aussi, et que ceux qui veulent lire des livres puissent le faire. Voilà, et c'est comme ça qu'est né Kikiwi. Donc Kikiwi, qui est pour les petits, et qui est en espéranto et en français, donc avec un vocabulaire de base facile, puisque c'est pour des enfants. Et que c'est pour ça aussi qu'il y a toute une série, et qu'il y a 64 livres de Kikiwi qui sont prévus pour l'instant, et donc d'autres qui vont arriver avec. Alors, voilà pour la question 8. Après 9, quel message ou émotion aimerais-tu transmettre à tes lecteurs à travers ce livre? Écoutez, je crois que je viens de le développer pas mal. Hein. C'était surtout pour pouvoir promouvoir l'espéranto. Y a-t-il un personnage qui te ressemble particulièrement et auquel tu es très attaché? Non, pas vraiment, hein, puisque c'est une histoire d'un petit koala qui vit les choses de tous les jours, en fait. Hein. C'est-à-dire que là, il prend son bain, comme ça pourrait être le cas pour par exemple, Choupi, la Trotro, qui d'autre encore fait des choses comme ça. Il y a Bali aussi.
Petit ours brun, vous voyez tout ce genre de livres-là. Et ben voilà, bah, c'est un peu ce même style-là. Donc on a Kikiwi qui prend son bain, Kikiwi qui aime sa maman, Kikiwi qui aime son papa, qui va à l'école. Toutes ces petites interactions qu'on a et que euh, les enfants ont et qui leur rappellent leur quotidien, qui leur permet de développer leur vocabulaire aussi, puisque c'est quand même à cet âge-là qu'on construit aussi tout son vocabulaire, et qui leur permet aussi de comprendre le monde dans lequel ils vivent. Voilà. Quelle a été la plus grande difficulté lors de l'écriture de ce livre? Ben, j'en ai pas eu véritablement en fait des difficultés pour l'écrire. Si, au départ, il m'a fallu quand même trouver quel personnage j'allais prendre, il me fallait quelqu'un de mignon. La plus grande difficulté, je crois que c'est de pas reprendre un personnage qui a déjà été fait, puisque ben, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et puis je voulais trouver un dessin qui soit doux, qui soit enfantin, et un peu comme si c'était dessiné par un enfant. Donc au départ, j'avais même imaginé dessiner carrément sur des feuilles quadrillées, vous voyez, et faire des dessins de type enfantin. Et puis après, eh ben, j'ai proposé à ma fille, Iris, qui est maintenant grande, et à qui je lis plus d'histoire, mais maintenant qui finalement les dessine avec moi, puisque c'est elle qui a fait toutes les illustrations et qui fait les illustrations de Kikiwi. Donc je lui ai dit, bah voilà, moi je vois Kikiwi comme ça, donc j'avais fait un dessin, parce que je dessine pas mal aussi sur ordinateur, j'avais fait un dessin à l'ordinateur d'un Kikiwi, et je lui ai dit, bah moi je le voudrais comme ça, tu vois, Kikiwi. Et je lui ai expliqué ce que je voulais comme ambiance, comme type de couleur, donc juste avec des pastels et des choses comme ça. Et en faisant ça sur des feuilles de brouillon, parce que je voulais qu'on garde le côté dessin d'enfant. Donc c'est pour ça que des fois les dessins, on peut voir des gondoles, des choses comme ça, vous voyez, un peu comme si ça avait été peint à la main par un enfant. Et ben en fait c'est parce que c'est peint sur des feuilles de brouillon. Donc on prend des feuilles de brouillon, on retourne la feuille, elle dessine le truc, elle le peint avec ses couleurs. Donc vous voyez, et ça donne un peu ce genre de choses. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais quelque chose de très doux. Et j'ai été, mais vraiment formidablement touché par l'univers qu'elle a su créer avec ses couleurs, avec la douceur du dessin qu'elle y a mis dedans, qu'elle y a mise, encore une fois, hein, accord du COD. Bon, vous voyez. Et donc oui, ça a été vraiment... au départ, c'était ça, c'est-à-dire quel type de dessin je vais prendre, quel type de dessin je vais faire, est-ce que c'est moi qui m'occupe des dessins ou pas. Et c'est vrai qu'en fait, bah, ça fait 20 ans que j'ai plus trop envie de dessiner, je suis plus dans la création de textes. Et donc elle a accepté de me faire ces dessins-là pour la série. Elle en a dessiné jusqu'au tome 16. Donc ils vont pas tarder de sortir aussi ceux-là. Déjà, il y a tout ceux-là hein, qui sont sortis, vous voyez là. Voilà, donc là, ça c'est Kikiwi s'habille tout seul. Après, on a Kikiwi aime son papa, Kikiwi aime sa maman, et puis Kikiwi qui fête Halloween, ici. Donc, je vous les présenterai dans d'autres vidéos sur chaque livre, puisque on me demande de faire une vidéo sur chaque livre aussi pour le découvreur de livres. Voilà, alors après, les questions, c'est l'édition et la publication. As-tu choisi l'auto-édition ou une maison d'édition et pourquoi? Bah, comme je le disais en tout début, en fait, moi j'ai choisi l'auto-édition parce que d'abord c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus et quelque chose que je maîtrise en totalité du début jusqu'à la fin, puisque moi j'ai commencé en 96, à cette époque-là c'était très difficile. Je m'étais inscrit à l'association des auteurs auto-édités. Je suis même pas sûr que ça existe encore, c'était sur Paris. À l'époque, les communications se faisaient toutes par lettres, et pas par mail. Et ouais, je sais pas s'il y en a qui se rappellent encore, c'est les lettres, c'est les trucs en papier qu'on met dans une enveloppe, on colle un timbre, et puis on envoie, on attend une semaine, 15 jours que quelqu'un nous réponde, et puis après on reçoit les trucs. C'était bien différent. Et donc j'ai choisi l'auto-édition, pourquoi? Parce que ça me permet de maîtriser aussi
le fait de pouvoir éditer, finalement, peut-être tout simplement. C'est-à-dire que là, si j'étais allé voir un éditeur en lui disant je veux faire des livres bilingues, français et espéranto sur un petit koala, je pense que je me serais fait envoyer paître. C'est très simple. Parce qu'ils reçoivent beaucoup, beaucoup de manuscrits tout le temps. Il faut aussi dire que les éditeurs en France maintenant sont très frileux avec les nouveautés. Ils préfèrent largement éditer des choses qui ont fonctionné à l'étranger et les transférer et comment dire, les adapter, les traduire en français et pas prendre de risques financiers avec. Hein. En même temps, avec 75 000 livres par an en France qui sortent chaque année. Hein. Chaque année. On comprend que de toute façon, on peut être que anonyme au milieu de tout ça et qu'on en vendra peu. Et c'est aussi ça qui m'a fait choisir l'auto-édition, c'est que, admettons que je vais chez un éditeur. L'éditeur, en principe, la marge d'un auteur, c'est 7%. 7% du prix hors taxe. Ok ? Donc, on va prendre un livre qui fait 10 euros. Si moi, je gagne 7%, je gagne 70 centimes sur le livre. Donc, ça veut dire que si j'en vends 100, je vais faire 7 euros. C'est ça? Non, je me trompe. C'est 70 euros si j'en vends 100. Donc, si j'en vends 100, je fais 70 euros. Avec l'auto-édition, et notamment avec la facilité que nous offre Amazon avec Kindle Direct Publishing, qui s'appelait CreateSpace avant, on a 60% du prix de vente. Donc vous voyez déjà, on multiplie par 10 quasiment en fait ce qu'on gagne sur un tome. Donc ça veut dire quoi? D'abord, c'est moi qui choisis le prix. Donc si je veux mettre mon livre à 10 euros, évidemment il y a le prix de l'impression avant, etc. Mais c'est moi qui vais définir ce que je vais gagner par livre. Et si je dis je veux gagner 4 euros par livre, je peux gagner 4 euros par livre. C'est le prix final qui va se modifier. Et effectivement, si je gagne 4 euros par livre, honnêtement, c'est ce qui se passe pour les kikiwis. Hein. C'est-à-dire que sur chaque livre, ma collaboratrice, donc Iris, ma fille, on gagne 2 euros chacun. Contre 70 centimes si on était passé chez un éditeur normal. Donc, si j'en vends... on avait dit combien tout à l'heure? 100, c'est ça? Donc, si j'en vends 100 et que je gagne 4 euros par livre, je gagne 400 euros. Donc, pour gagner la même chose, en fait, il faudra que j'en vende 10 fois plus avec un éditeur normal. Or, pour gagner la même chose, c'est facile peut-être de vendre 100 livres, c'est déjà beaucoup plus difficile d'en vendre 1000. Je ne sais pas, des lecteurs qui sont là et qui écoutent cette vidéo, je ne sais pas si vous avez un ordre d'idée, mais le tirage moyen d'un premier livre, c'est entre 700 et 2500 livres. Et on dit qu'on commence à avoir un best-seller, oui, un best-seller à partir de 5000 livres. Alors effectivement, ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit mais les Marc Lévy, les autres là qui en vendent je sais pas combien de millions. Ouais, mais en fait, il y en a très très peu des gens qui vendent des millions. La plupart des gens vont vendre moins de 2500 livres. Et dans tout cela, 2500 livres à 70 centimes, ça fait pas grand-chose. Hein. Ça fait pas grand-chose. Alors que 2500 livres, si je gagne 4 euros, 4 x 2, 8. Voilà. Donc ça ne fait pas du tout le même prix. Voilà ce qui m'emmène sur l'auto-édition. Quel conseil donnerais-tu à un auteur qui voudrait publier son premier livre? Honnêtement, je sais pas. C'est une question difficile, ça. C'est une question difficile parce que en fait, ça dépendra de ce que l'auteur est capable de faire. Est-ce qu'il est capable de s'auto-gérer? Parce que qui dit, par exemple, l'auto-édition, dit qu'on est seul, quoi.
On est vraiment seul. Et seul pour la production du livre, seul pour le vendre, seul pour en faire la promotion. Euh, mais par contre, le livre, il sort, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai dû sortir à peu près une cinquantaine de livres, hein, quand même, depuis que je fais ça. Pas seulement avec Amazon Kindle Direct Publishing, hein, donc KDP. C'est comme ça que vous pourrez le trouver sur Internet. Donc, moi, ces 50 livres, honnêtement, si j'étais passé par l'édition, je pense que je me serais fait refouler pour presque tous. Et c'est pas parce que vous allez être pris chez un éditeur que vous allez en vendre pour autant. Parce que on peut se dire, bah tiens, je prends un éditeur, le mec il me met dans la base, je suis sur Dilicom, je suis sur Electre, c'est les bases de données des libraires, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, mais enfin, un libraire, 75 000 livres par an, en fait, il ne peut même pas prendre toutes les nouveautés, c'est impossible. Donc vous avez beau être dans la base de données des libraires, Electre et Dilicom, ça ne changera rien en fait. Votre livre, vous avez beau être édité par un petit éditeur, d'abord les petits éditeurs, souvent, ils n'ont pas un énorme budget pour faire la promotion de votre livre, cas exceptionnel mis à part, hein, évidemment. Mais en fait, je dis pas ça pour plomber les petits éditeurs, hein, pas du tout, ni même les gros, parce que vous pouvez très bien faire un contrat chez Hachette ou etc. Et puis votre livre, vous en vendez pas un seul, quoi, ou vous allez en vendre quoi, 150. Voilà. Donc quel conseil je donnerais à un auteur qui voudrait publier son premier livre? Je lui dirais, bah, fais de l'auto-édition. Honnêtement, si tu veux vraiment faire ton livre, l'avoir dans les mains, pour pouvoir aller faire quelques salons, machin, etc., fais de l'auto-édition. Pourquoi? Parce que d'abord, si tu le fais avec Amazon, par exemple, tu es sûr que tu peux vendre ton livre sur Amazon. Tu es sûr que toi, tu peux en acheter avec des prix, les prix auteurs qui ne sont pas les prix publics qu'il y a là-dessus. Hein. Donc c'est beaucoup moins cher, puisqu'Amazon ne prend même pas sa marge dessus. Tu payes juste le prix de l'impression. Donc le prix de l'impression est vraiment très faible. Et ça t'empêche pas de prendre ton livre et puis après d'aller faire les salons des livres ou le proposer dans les librairies comme ça qui te connaissent et faire toutes tes dédicaces, etc. Pour beaucoup moins cher. Et surtout, alors là, moi, s'il y a une chose que je pourrais conseiller à un jeune auteur qui n'a pas encore publié, ne fais surtout jamais du compte d'auteur. C'est-à-dire de l'édition à compte d'auteur. Alors pour moi, c'est la plus grosse des arnaques. Les mecs, ils te font payer 5000 balles pour te publier un livre qui finalement, ils vont pas publier, ils vont quasiment pas faire de pub dessus, ils vont rien faire du tout. Les mecs, ils font quoi? Ils le prennent, ils le mettent à l'imprimerie, ils te disent, bah voilà, hop, je t'en ai imprimé 500, et puis démerde-toi pour les vendre. Et eux, ils t'ont pelé 5000 balles. Mais sans déconner, pour moi, c'est du vol organisé. Je suis désolé de le dire comme ça, hein, je vais peut-être pas me faire des copains, c'est même certain, mais pour moi, c'est du vol organisé. Alors que l'auto-édition, par exemple, avec Amazon, ça te coûte 0 €, 0 centimes. Ouais. T'as bien entendu, 0 €, 0 centimes. Ça ne te coûte absolument rien. Tu n'as aucun stock, tu ne débourses rien. Tu vends, c'est imprimé à la demande, ils l'impriment, ils l'envoient directement au client, et c'est eux qui se débrouillent pour tout l'acheminement, etc. Tu vends pas, ça ne t'a rien coûté. Voilà pourquoi je dirais auto-édition avec le système d'Amazon. Alors évidemment, hein, en ce moment on est dans une période politique où on pourrait dire Amazon, les GAFAM, etc., Elon Musk, Donald Trump, parce qu'à l'époque où je fais la vidéo, c'est quand même un peu tendu. Ouais, ok. Le problème, c'est que moi, en France, il n'y a personne qui me propose le même service, quoi. Personne. Il n'y a pas un petit libraire qui va me dire, mais ok, tiens, je te prends ton livre directement, et puis dès que j'en vends un, je te file 60% de ce que j'ai gagné. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est 7% qu'on va vous donner avec les droits d'auteur. Le libraire, il se prend 35%, l'éditeur, il se prend encore lui aussi 35%, il y a après l'imprimeur qui prend je sais plus combien, et le distributeur qui s'en prend encore aussi. Donc en fait, l'auteur au départ, lui, qui est quand même à l'origine de la création, celui qui a fait le livre et qui, sans lui,
les autres, finalement, ils ne sont rien, ils n'auraient rien vendu, et ils n'auraient rien eu à vendre. Ben, c'est lui qui gagne le moins, c'est pas normal. Donc moi, ce que j'aurais comme conseil à donner à un auteur qui voudrait publier son premier livre, c'est soit tu es vraiment bon, tu fais quelque chose de vraiment à part, et tu testes sur les éditeurs, et tu vois ce qu'ils te proposent comme contrat d'édition, et pas en contrat à édition compte d'auteur, on est bien d'accord, hein. Et effectivement, là, après signer avec un gros éditeur ou un petit éditeur qui vous fait le boulot comme il faut, parce qu'il y en a quand même qui font leur boulot comme il faut, hein. Il faut quand même pas jeter l'eau avec le bébé avec l'eau du bain. Mais sinon, faites de l'auto-édition. Faites de l'auto-édition, ça vous coûtera rien du tout. Et dans le meilleur des cas, vous gagnerez quelque chose. Ensuite, comment as-tu travaillé la couverture et la mise en page de ton livre? Honnêtement, encore une fois, Google Drive. Voilà. Alors je déplore encore une fois qu'on n'ait pas d'outils français pour pouvoir faire la même chose. Voilà. Donc Google Drive. Pour les dessins de la couverture, c'est pareil, hein, c'est ma fille qui a fait les illustrations. Après, je le prends. Moi, j'utilise GIMP comme logiciel de graphisme, qui est gratuit aussi, puisque c'est de l'open source, puisque moi, je suis aussi informaticien. Et donc, en étant informaticien depuis plus de 30 ans, voilà, et ben, j'ai énormément évolué dans le monde de l'open source et du shareware. Et donc j'utilise GIMP et ça me va très bien. Quels sont les défis que tu as rencontrés pour promouvoir ton livre? C'est ceux dont je parle, hein, c'est-à-dire l'auto-édition, c'est très bien, on est tout seul. Donc comme on est tout seul, je suis bien content qu'il y ait le découvreur de livres qui me permette de promouvoir mon livre. Et puis après, effectivement, j'en fais la pub sur Facebook, comme beaucoup d'autres, dans d'autres groupes, etc. Et j'espère qu'en tout cas, le découvreur de livres sera une plateforme, puisque je suis un des premiers à mettre mon livre dessus, sera une plateforme qui permettra justement à plein de jeunes auteurs, ou de moins jeunes d'ailleurs, hein, de promouvoir leurs livres de façon beaucoup plus simple, pour qu'il n'y ait pas tout le temps les mêmes 20 ou 10 ou 20 personnes qui soient invitées dans les émissions de télé littéraire, ou qu'on peut voir, et que finalement c'est tout le temps les mêmes, alors que sur 75 000 livres par an, il doit y en avoir quand même un paquet qui ont du talent, peut-être pas moi, mais en tout cas il y a sûrement des tas de gens qui ont du talent et qu'on ne montre pas, et ça je trouve ça quand même dommage. Voilà. L'univers de l'auteur. Quels sont les autres projets d'écriture? As-tu un nouveau livre en préparation? Oui, j'ai encore les autres séries de Kikiwi, hein, puisque là il y en a 6 qui sont sortis d'un point de vue livre, c'est-à-dire qu'ils sont déjà en commerce. Il y en a 15-16 d'écrits au total. Là, Iris a terminé les illustrations cette semaine, donc elle est en train de les mettre petit à petit en forme pour qu'on puisse les mettre et créer les livres, et après les transférer sur Amazon KDP. Et donc j'ai cela, et puis j'ai d'autres livres en préparation aussi, mais de toute façon j'ai toujours plein de projets, évidemment. Il faut que je fasse, mais ce que je voudrais, c'est oui, continuer de faire des livres bilingues. Donc déjà, je voulais traduire mes propres livres, tous ceux que j'ai fait, les traduire en bilingue français-espéranto, ou espéranto-français en tout cas. Les bandes dessinées aussi, j'en ai déjà traduite une. Et puis, il y avait quelque chose qui m'intéressait aussi, c'était peut-être de traduire les grands classiques en espéranto aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pareil, d'un point de vue des droits d'auteur, il n'y a plus de droits d'auteur puisque c'est dans le domaine public. Et donc, du coup, ça évite d'avoir à payer, puisque quand on est en auto-édition, on n'a pas d'argent au départ. Et du coup, ça permet quand même de faire les choses, même si on n'a pas l'argent de départ. Quel livre ou auteur recommanderais-tu à tes lecteurs? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Tiens, c'est étrange cette question numéro 17. Quel livre ou auteur recommanderais à mes lecteurs? Les miens. Non, je pense que
on n'est peut-être pas obligé de toujours courir à la nouveauté et toujours chercher la nouveauté. Je pense que dans tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, il y a énormément de choses de qualité qui ont été faites et qui sont vite oubliées. Je pense que si on prenait des livres qui sont sortis il y a simplement 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, il n'y en a pas beaucoup qui ont dû rester et marquer les esprits, à part euh, toujours les mêmes, c'est-à-dire les grands connus. Après, sinon, où peut-on se procurer ton livre et te suivre sur les réseaux sociaux? Eh ben, on peut se procurer mes livres sur Amazon, puisqu'ils sont directement achetables là-bas. Donc il suffit de taper Kikiwi le koala ou Kikiwi prend son bain. Pas Kikiwi tout seul, parce que sinon le moteur de recherche Amazon pense que c'est une faute de frappe et il vous envoie des trucs sur des kiwis et pas des kikiwi. Voilà, donc Kikiwi. Et puis pour me suivre sur les réseaux sociaux, je suis un petit peu sur Facebook, mais pas mon nom moi-même, donc ça va être difficile de me trouver. Mais en tout cas, on peut me trouver là sur le découvreur de livres. Et sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas vraiment où on peut me suivre. Voilà, pour l'instant en tout cas. Conclusion, un dernier mot pour ceux qui nous regardent et qui aiment la littérature. Eh bien écoutez, le dernier mot que je dirais pour ceux qui nous regardent et qui aiment la littérature, c'est fouiner dans le découvreur de livres. Allez chercher tous les livres qu'il y a. C'est que des petits auteurs, c'est que des auteurs auto-édités, c'est que des petits éditeurs qui manquent de visibilité. Le découvreur de livres a été fait pour qu'on puisse proposer une bonne partie de notre livre en lecture gratuite, au départ pour que vous puissiez voir avant d'acheter le produit, puisque effectivement, qui va parier 10, 20 euros sur le livre de quelqu'un qu'on ne connaît pas, pas forcément beaucoup de monde. Et c'était justement cette démarche-là. Et l'avantage qu'il y a avec le découvreur de livres, c'est que tout le monde a sa chance, puisque le moteur est, si j'ai bien compris, est totalement pris au hasard dans toute la base de livres. Donc les livres sont mis au hasard. C'est pas toujours les mêmes, c'est pas toujours ceux qui ont des prix qui apparaissent, c'est pas toujours ceux qui sont les plus connus qui sont mis en avant non plus. Et ça, je trouve ça vachement bien. Donc ouais, ce que je conseillerais à ceux qui aiment la littérature et qui nous regardent, c'est fouiner. Et intéressez-vous aussi à l'espéranto. Voilà, je sais, je fais ma propagande espérantiste. Non, mais c'est parce que c'est vraiment quelque chose de génial, quoi. C'est-à-dire que pour vous donner un ordre d'idée, avec l'espéranto rapide, par exemple, en 7 heures, vous avez un niveau A1+. Donc le niveau A1+, c'est le niveau d'anglais de 75% des élèves qui sortent de 3e. Ouais. C'est-à-dire que eux, ils apprennent l'anglais depuis les primaires, souvent, tout le collège, et ils sortent avec un niveau A1+. Ils ne devraient pas, hein, normalement, ils devraient sortir avec un niveau plus élevé. Et bien là, avec Espéranto Rapide, par exemple, je vous mettrai en dessous de la vidéo, dans la description, je vous mettrai les liens pour pouvoir apprendre l'espéranto. Mais entre 7 et 9 heures, vous avez le même niveau. Donc entre 7 et 9 heures d'apprentissage, contre, ça doit être, je sais pas, peut-être 150, 200 heures d'apprentissage en anglais, quoi. Donc n'hésitez pas à apprendre l'espéranto, c'est une langue qui pourrait nous faciliter bien les choses, et sans qu'il y ait l'hégémonie d'un peuple sur un autre. Il y a vraiment une histoire et une ambition d'égalité dans cette langue, où tout le monde est sur le même plan. Il n'y en a pas un qui prend la place sur l'autre. Voilà. Écoutez, j'espère que vous en saurez un peu plus sur moi, et si vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout de cette interview. Voilà, donc c'est un peu comme quand on est au café littéraire. J'ai pas ma tasse de café, hein, mais vous avez qu'à l'imaginer. Et puis, écoutez, j'espère que on se reverra sur une autre vidéo. Et puis,
Vous pourrez laisser des commentaires aussi sous la vidéo de toute façon, puisque c'est une vidéo que je vais poster sur YouTube. Et donc il y a les commentaires dessous qui s'affichent, et ceux qui veulent discuter pourront discuter avec moi aussi. C'est une façon de faire et de pouvoir aussi discuter avec ses lecteurs. Voilà. Bah, je vous remercie à tous, et puis n'hésitez pas à acheter Kikiwi prend son bain et à le lire en espéranto. Alors, pour ceux qui se feraient du souci en se disant mais je sais pas comment on lit l'espéranto et je m'en rappelle plus, il y a une petite table avec le rappel des prononciations. Mais on peut très bien le lire aussi en français simplement, hein. C'est-à-dire que c'est des histoires qui se lisent en français et en espéranto. Il y a les deux, donc vous pouvez lire les deux. Vous voyez? Regardez. Ah bah non, c'est tout à l'envers. C'est vrai, c'est une façon de miroir. Mais de toute façon, vous verrez, il y a l'extrait normalement. Dans la fiche livre, il y a l'extrait PDF sur lequel vous pourrez lire le truc. Voilà, et ben je vous remercie à tous, et puis je vous souhaite soit une bonne journée si vous êtes en journée, soit une bonne soirée, et à très bientôt j'espère.